Bonjour à tous et bienvenue à l'Agora, bienvenue au Festival du Livre pour cette rencontre organisée en partenariat avec Madame Figaro et qui sera autour donc de l'amour en milieu hostile avec donc, je vais y aller par ordre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec Nicolas Mathieu, auteur de Connemara, Maria Pourchet, auteur de Feu chez Fayard, Connemara est chez Actes Sud évidemment, et notre ami François-Henri Désérable, auteur de Mon maître et mon vainqueur chez Gallimard. Alors, on va commencer par la dame. Maria, vous êtes romancière et scénariste, sociologue de formation, et dans Feu, qui a rencontré un grand succès à l'automne dernier, succès critique et public, vous auscultez avec un regard au laser la passion incandescente qui s'empare de Laure et de Clément. Alors Laure est prof d'université, mariée à un médecin, mère de 2 filles, elle vit dans une belle maison en banlieue. Clément, lui, est un financier, célibataire, plutôt à bout de souffle, qui considère en toute simplicité que, je cite, « l'époque est un crachat », et qui a pour plus proche ami et confident sans doute son chien. Laure et Clément racontent à tour de rôle, elle à la deuxième personne du singulier, lui à la première, le feu qui les consumera, corps et biens. Alors, Nicolas Mathieu, vous avez publié donc Connemara, où il est question, comme dans Leurs enfants après eux, pour laquelle vous aviez reçu le prix Goncourt, d'adolescence et d'écart social. Au prix d'un travail forcené, Hélène est sortie d'un milieu modeste, a quitté l'Est pour Paris, s'est mariée avec un bourgeois et a eu 2 filles. Elle est devenue consultante et elle s'est aussi épuisée dans sa quête puisqu'après un burn-out, elle revient sur ses terres d'origine où elle renoue avec Christophe. Christophe qui est un ex-camarade de lycée, une ex-star locale du hockey, ce qui a son importance, un ex-fantasme en fait, qui vend désormais de la nourriture pour chiens, s'est séparé de sa femme et laisse les choses venir à lui sans trop se poser de questions. Et en fait, Connemara va et vient entre leur adolescence passée et leur présent et raconte entre autres leur liaison. Alors, François-Henri Désérable, vous êtes romancier et accessoirement ex-étudiant en droit, mais aussi ex-joueur de hockey. Donc, il y aurait peut-être eu un dialogue entre Nicolas Mathieu et François-Henri Désérable là-dessus. Et vous avez reçu le Grand Prix de l'Académie française pour Mon maître et mon vainqueur, dans lequel votre narrateur, qui est interrogé par un juge, déroule à partir d'un cahier de poèmes laissé par son ami Vasco, qui est bibliothécaire de la BNF, l'histoire de ce dernier. Alors, parce que Vasco est en effet tombé fou amoureux d'une autre amie du narrateur, Tina, comédienne, fan inconditionnelle de Verlaine. Et cette passion est réciproque avec un petit truc un peu ennuyeux, c'est que Tina était sur le point de se marier avec Edgar, le père de ses 2 jumeaux. Donc, comme on l'aura compris, la passion adultère est un peu au cœur des 3 livres. Et donc ma première question, c'est de savoir si, voilà, tous les 3, vous aviez d'emblée décidé de traiter d'une histoire d'amour impossible, et plus précisément adultère, et qu'est-ce qui vous intéressait dans ce thème ? Honneur aux dames ? Bon, j'ai rien demandé, mais... Alors, oui. Alors, moi, j'avais décidé de traiter de la passion. Je ne savais pas si oui ou non cette passion-là allait s'ouvrir sur l'amour, parce que pour moi, ça appartient à des catégories assez différentes. La seule chose que je savais, c'était que je tenais à ce dispositif où le roman est raconté à travers une double narration. Il y a à la fois Laure qui s'exprime et ensuite Clément qui évoque en général les... Pardon, c'est un peu difficile parce que j'ai un écho. Je m'entends, vous aussi ? Moi aussi. C'est normal, d'accord, tout est normal. Du coup, on a... je vais m'y faire. Si t'es plus à l'aise, vas-y.
Que disais-je, ouais. Et donc je tenais vraiment à ce dispositif d'alternance entre les hommes et les femmes pour ne pas, je voulais pas cultiver un point silencieux, un point aveugle qu'on a toujours dans les histoires d'amour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dès qu'on écoute le récit d'une histoire d'amour par un proche ou qu'on raconte un état amoureux, une histoire sentimentale, une liaison, le discours est obsédé par ce que l'on ignore de ce que pense l'autre. On parle finalement beaucoup moins de soi qu'on ne projette ce qu'a ressenti, ce qu'a interprété, ce que va faire l'autre. Et voilà, la seule certitude et la seule décision que j'ai prise avant d'écrire ce livre, c'est ça. C'est que j'essayerais d'explorer ce point silencieux d'une part et d'explorer un autre truc que j'appellerais la loi des convergences impossibles. Une autre chose qui m'avait frappée dans les histoires d'amour, donc on l'aura compris, les histoires d'amour ratées, hein, pas celles qui terminent par ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, c'était la convergence impossible des sentiments. Quand il y en a un qui est là, l'autre est en chute hormonale. Quand il y en a un qui est prêt à s'engager, l'autre attendait tellement qu'il est lui en train de reculer. Et ça peut durer très très longtemps sur cette arythmie-là. Donc, que j'appellerais la loi des convergences impossibles. C'est peut-être un peu tragique, impossible, mais bon, donc on va dire arythmie. Et c'est ça que j'avais envie de comprendre et d'explorer justement en essayant de l'éclairer par la double interprétation de cette histoire d'amour par un homme, une femme. Oui, ça recoupe un peu un de vos grands thèmes qui est en fait l'incommunicabilité de manière générale. Donc, voilà ma grande passion, l'incommunicabilité entre les êtres. Et donc sinon, sur cette histoire de passion amoureuse... François-Henri, pourquoi? D'où ça vient? Je pense ça n'est jamais anodin d'écrire sur la passion. On ne se réveille pas un matin en se disant comme ça, ex nihilo, je vais écrire un livre sur la passion amoureuse. Moi, simplement, suite à un chagrin d'amour, je me suis mis à faire quelque chose qui n'a absolument aucune originalité. Je me suis mis à écrire des poèmes. Et des poèmes d'amour, parce que je n'arrivais pas à fixer mon esprit sur quoi que ce soit d'autre que le chagrin avec lequel j'étais aux prises. Mais heureusement, Maria est intervenue. Voilà, et mon intention initiale, c'était de publier un recueil de poèmes, et puis j'en parlais à Maria, qui est une amie très proche, et à un moment, elle me dit, mais on s'en fout un peu de tes poèmes, fais un roman, écris un roman. Et il se trouve que je trouvais mérite de la franchise. Il y avait quelque chose de très impudique. Je suis pas aussi vindicative. Non, mais il y avait quelque chose de très impudique à publier de la poésie, écrire de la poésie, publier des poèmes d'amour, c'est vraiment sortir nu dans la rue. Et au fil de ces conversations avec Maria, je me suis dit qu'elle avait raison et que je pouvais essayer d'habiller ces poèmes de fiction. Et j'ai trouvé une sorte de dispositif qui est d'imaginer qu'on a retrouvé sur Vasco, donc l'amant de Tina, un recueil, un cahier sur lequel il a écrit des poèmes au moment où il a été arrêté, après avoir tiré sur quelqu'un. Et au juge d'instruction... Mélanger un petit peu polar et histoire d'amour. Oui, parce qu'au juge d'instruction qui l'interroge, il lui dit « Vous n'avez qu'à lire les poèmes, tout est dans les poèmes ». Le juge les lit, il ne comprend pas grand-chose. Finalement, convoque donc son meilleur ami, qui est le narrateur, qui est aussi un ami de Tina, et qui va se faire l'exégète de ce recueil de poèmes, de ce cahier de poèmes, et qui, en expliquant les poèmes au juge, va dénouer les fils de cette passion amoureuse et l'aider à résoudre l'enquête. Donc je n'avais absolument pas prévu d'écrire ce livre, et simplement, je sais qu'il y a une phrase que Maria cite assez régulièrement dans les interviews lorsqu'on lui demande pourquoi elle a écrit Feu. Elle cite cette phrase de Marguerite Duras, il fallait bien faire quelque chose de la douleur. Et je crois que cette phrase, évidemment, je pourrais également l'endosser, la faire mienne, et je ne pouvais pas écrire quoi que ce soit d'autre que ce livre. C'est-à-dire qu'il me semblait procéder d'une absolue nécessité. Nicolas ? Mais je ne suis pas si sûr que ça, pour ce qui me concerne, que ce soit une histoire d'amour. C'est pas parti d'ailleurs forcément de ça. Oui, c'est parce que c'est jamais dit tel quel, alors, à part peut-être une phrase tout à la fin. C'est la relation d'un homme et d'une femme. Et il s'y joue des choses à la fois sociales, de leur histoire intime, des circonstances, du corps. Beaucoup de choses impures finalement et qui n'ont pas forcément immédiatement à voir avec la passion. Je crois que s'il y avait deux points de départ, ce serait le constat que je faisais autour de moi de beaucoup de gens de ma génération qui arrivaient à la quarantaine, qui avaient des vies installées,
et qui dynamitait tout d'un coup pour tout refaire. Voilà. Et c'est ce tremblement-là, un peu, cette crise que je trouvais, dans laquelle je trouvais des analogies avec la crise d'adolescence que j'avais traitée dans le roman précédent, qui m'intéressait. Et finalement, l'histoire d'Hélène et de Christophe, elle cristallise ce moment de crise, mais on n'est jamais vraiment sûr qu'ils sont amoureux. Il y a peut-être autre chose qui se passe entre eux. Et puis au départ de cette histoire, il y avait quand même la volonté de poursuivre des motifs qu'il y avait dans le roman antérieur. Donc des femmes entre 40 et 50 ans, et puis des jeunes filles qui s'arrachent à leur milieu par les études. Voilà. Et c'était le point de départ du truc. Après, assez vite, j'ai su qu'il y aurait une histoire entre un homme et une femme, j'ai su qu'il y aurait une histoire aussi sportive, mais peut-être parce que je me cherchais aussi des locomotives pour tirer le récit. J'avais fait des romans quand même auparavant où il y avait une intrigue criminelle à chaque fois, et qui sont qui ont un pouvoir de traction énorme dans une histoire. On a envie de savoir ce qui va se passer. Et privé de cette traction-là, j'avais assez peur de retomber dans des vieux travers, c'est-à-dire d'écrire des histoires qui intéressent personne, pas même mes proches, et que l'histoire d'un homme et d'une femme, où ça va aller, vont-ils se rencontrer, ça me permettait aussi d'intéresser, voilà. Finalement, moi, les histoires que racontent mes bouquins, c'est toujours un peu le prétexte à la lettre. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'il y a derrière. Oui, ça serait un peu ma question suivante, à savoir que dans quelle mesure, en fait, ces histoires d'amour, ou en tout cas ces liaisons qui s'établissent entre deux personnages, pour vous, est-ce que c'est une façon d'ouvrir une fenêtre sur l'époque, sur la société telle qu'elle va, ou, je pense que François-Henri me dira tout à fait autre chose, ou pas du tout, et le but est tout autre? Bon, moi, je me lance, puisque tout le monde baisse les yeux. Oui, alors, moi, je pense quand même qu'il y a un côté prétexte dans cette... Ça m'importe, l'amour. Je souffre pas moins que mes voisins, en général, je pense. Mais ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est le caractère politique des rapports affectifs. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'aimer quelqu'un qui vous échappe? Qu'est-ce que c'est qu'aimer par-delà une frontière sociale? Qu'est-ce que c'est de craindre dans une relation d'être happé, d'être, arraisonné, emprisonné, etc. Finalement, ça me sert à la fois de révélateur et puis de laboratoire politique pour voir ce qui se trame, aussi de rapport de force dans l'histoire des couples. Moi, j'ai tendance à penser qu'à peu près tout est politique, et l'amour et le sexe en particulier. Voilà. Pareil. Ah non, trop facile. Non, mais si. C'est toujours le problème avec Nicolas. Oui, parce qu'il faut savoir que Nicolas et vous, en fait, vous connaissez... alors, vous avez été au même lycée, à Épinal. Vous ne connaissiez pas à l'époque, vous vous êtes rencontrés plus tard. Si, on s'identifiait, mais on vous n'était parliez pas dans pas. la même classe. Et, je crois à l'époque... Elle était beaucoup plus jeune que moi à l'époque, beaucoup moins maintenant. Mais... Alors ça, mais 2 ans au lycée, c'est énorme, alors que maintenant... Oui, 2 ans, c'était une génération à l'époque. Et j'étais beaucoup plus populaire, non, aussi. C'était difficile de l'être moins, déjà. Non, et donc, en tout cas, ce qui est amusant, c'est vrai qu'on retrouve dans vos 2 livres des thèmes voisins, même s'il n'y a pas la même langue, le même style. En revanche, je pense qu'il y a une ambition qui parfois est voisine. Mais j'aimerais quand même que vous alliez au-delà de pareil. En fait, moi, j'étais embarrassée avec cette question parce que c'était, pour le coup, c'était mon éditrice qui est là pour en témoigner. C'était vraiment mon prétexte. Au départ, parler de l'époque. D'ailleurs, le livre s'appelait L'époque, et elle n'a pas aimé. Mais finalement, ce que je voulais dire de mon époque, en particulier, je voulais dire quelque chose de l'état de la virilité. Je voulais écrire quelque chose sur l'impuissance. Alors, pas forcément sur l'impuissance sexuelle, physique, mais en quoi, pour tout un tas de raisons, il me semblait que mon époque pouvait participer à organiser une forme d'impuissance et une forme de renoncement du masculin. Et je voulais que Laure soit face à un homme que tout invitait à renoncer.
Et, voilà. Et comment on fait pour s'aimer dans ces cas-là? Donc c'était ça, c'était le tribut à l'époque, le côté de... Voilà, sinon... Après, il y a le personnage de Vera aussi, qui joue un rôle plus directement politique, Vera étant la fille de Laure. Donc elle incarne aussi une problématique contemporaine. Oui, mais elle aussi... alors, ce que j'allais dire, c'est que effectivement, c'est des prétextes initiaux, et puis on est rapidement rattrapé par ce qu'il y a d'universel dans l'état amoureux, dans la trahison, dans la sexualité. Je ne suis pas sûre que finalement j'ai fait vraiment un livre sur mon époque, même si je parviens à en dire quelque chose, je crois. Donc effectivement, à travers Clément, à travers Vera aussi, qui était... Enfin, moi, j'avais été frappée ces dernières années. Alors, je me mets délibérément sur un registre émotionnel parce que c'est pas quelque chose que j'analyse. J'avais été frappée par certaines jeunes filles d'une vingtaine d'années dont la rigueur morale et l'extrême vigilance vis-à-vis de ce que nous, enfin ma génération, considérions à ce point comme des acquis qu'on n'y veillait pas plus que ça. Et il m'était arrivé de me retrouver limite dans des confrontations avec, parce que comme je suis très jeune, moi je n'ai pas de fille de 20 ans, et, de confrontations avec des jeunes femmes de 20 ans qui me rappelaient à une vigilance que je n'avais jamais eue et qui semblait voir dans ma génération, enfin hommes et femmes confondus, une sorte de faillite morale, politique, écologique, et je n'étais pas préparée à ça. Déjà parce que moi, à cet âge-là, j'étais pas, je ne me semblais pas nourrir, enfin constituer pour mes parents ce genre de tribunal. Peut-être que si, peut-être que je m'en souviens pas, mais je n'analysais pas à 20 ans leurs défaites, et surtout je me mobilisais pas dans l'idée de les corriger. Et là, c'est ce que je voyais en face de moi. Et je n'ai pas encore fini de fréquenter, de connaître, d'apprivoiser ces figures-là, ces vigies. Mais je voulais... Vera est un peu un signe émergent. Vera n'est pas ce que je pense de l'adolescence, dans sa violence, dans sa radicalité, dans ses excès, dans ses désordres aussi. C'est quelqu'un qui est peut-être juste avant le terrorisme. Elle dit que le féminisme, c'est un mouvement qui n'a pas son terrorisme. Et peut-être qu'elle en fera partie, on ne le sait pas. Je la laisse à ce moment-là. Mais voilà, c'est le signaux émergent de pas de cette inquiétude, mais de ce choc que j'ai eu ces dernières années. Et là, effectivement, oui, c'est une expression de l'époque. François-Henri ? Oui, on se réveille brutalement. J'écoutais, j'étais en train d'essayer de me remémorer ma lecture de Feu et de Connemara. Et avant de répondre à votre question, j'aimerais juste dire un mot de ces deux livres. Borges avait une très belle formule. Il disait « Certains se flattent des pages qu'ils ont écrites. Pour ma part, je suis fier de celles que j'ai lues. » Eh bien, Maria Pourchet, ça fait quelques années que je la connais. J'ai évidemment lu tous ces livres. Il y en a un qui s'appelait « Champion », qui est du niveau pour moi de La vie devant soi d'Émile Ajar. Et je crois que Nicolas souscrira à mes propos, puisque c'est lui qui a prêté son nom pour écrire une petite phrase laudative sur le bandeau un du blurb, livre, comme disent les anglo-saxons. Voilà. Je ne savais pas comment ça s'appelait. Ah ben maintenant, c'était vraiment un très grand roman. Et quand j'ai lu le manuscrit de Feu, je trouvais que ça faisait la synthèse de toute son œuvre, avec tout ce qu'il a travaillé, et en même temps avec une langue. Et c'est vrai que là, on est en train de parler d'un thème, de l'amour, de l'amour teinté de politique chez Nicolas Mathieu. Mais avant tout, moi, ce qui me fascine dans leurs deux livres, c'est qu'il y a un style dont on ne parle peut-être pas assez. Ma prochaine question. Et qu'est-ce que c'est que le style? C'est le grain et l'intensité d'une voix si singulière qu'elle impose une présence reconnaissable entre toutes. Et moi, quand j'ouvre un livre de Maria Pourchet ou quand j'ouvre un livre de Nicolas Mathieu, sans même avoir lu le nom de l'auteur sous la couverture, d'emblée, je suis en mesure de reconnaître l'écriture. Et moi, c'est ça qui me fascine. Et quant au livre de Nicolas, Connemara, Nicolas m'agace prodigieusement. J'avais adoré Leurs enfants après eux. J'avais beaucoup aimé Rose Royale. Et là, quand j'ai su qu'il avait écrit sur un personnage qui était joueur de hockey, moi-même qui ai eu une carrière de joueur de hockey professionnel, j'espérais
je l'ai vraiment lu de manière très attentive, en espérant Pour le coincer. trouver des fausses notes, des petites choses qu'ils n'auraient pas. Parce que ce qui est impressionnant avec eux, c'est aussi l'acuité de leur regard. Nicolas n'a jamais joué au hockey, mais on dirait qu'il a eu une carrière pendant 20 ans quand on le lit. Et j'étais très agacé parce qu'il écrivait mieux que je n'aurais pu le faire sur le hockey sur glace. Simplement, j'ai remarqué une petite erreur, page 194, et je tiens quand même à me le mentionner voilà. pour montrer à cette auguste assemblée que Nicolas Mathieu n'est pas parfait. À un moment, il parle de l'équipe d'Épinal et il nous dit qu'elle affronte en 3 semaines Grenoble, Saint-Gervais et Orléans, qui sont 3 équipes qui jouent dans 3 catégories différentes, dans 3 niveaux différents. C'est donc rigoureusement impossible et j'espère que cette erreur sera réparée lors de la sortie en poche. Et voilà qui brise Maintenant, totalement l'illusion réaliste qu'on pouvait avoir. j'ai complètement oublié votre question. Si vous voulez la reposer, je serais heureux d'y répondre. Non, je disais justement que dans le cas de Nicolas et de Maria, le couple ici était aussi un révélateur de l'époque et un révélateur éventuellement d'une certaine vision politique. D'ailleurs, on pourra prolonger ça avec Nicolas tout à l'heure parce qu'il a dit sur les rapports politiques dans la Chambre, mais hors de la Chambre aussi. Et en fait, vous, je pense que votre ambition est différente. Mais je crois que le roman de Nicolas n'est pas un roman d'amour. C'est un roman avant tout politique, un roman social, dans lequel il y a une histoire d'amour. Le mien... Ce serait l'inverse. Ça serait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai l'impression que mes amants sont affranchis, sont débarrassés de tout ce qui les environne, de toutes les contingences de la vie, et se vouent entièrement à cet amour passionnel. Et qu'est-ce que c'est que la passion ? C'est la raison qui rend les armes. C'est-à-dire que Nicolas en parlait très bien tout à l'heure quand il disait que ce qui l'intéressait, c'était quand des personnes installées à 40 ans peuvent radicalement changer parce qu'ils le perdent pied d'une manière ou d'une autre. Eh bien moi, Tina, c'est une femme qui aime un homme, qui a des enfants, qui a 2 enfants, 2 jumeaux. Elle est sur le point d'épouser cet homme. Et là, ça déraille. Elle n'a pas... Oui, c'est la midlife crisis des anglo-saxons. Oui, mais ça lui tombe dessus malgré elle. C'est-à-dire qu'on tombe toujours... On ne choisit pas de tomber amoureux. On le fait toujours malgré soi. D'ailleurs, tomber amoureux, c'est peut-être un abus de langage, puisque ça ne marche pas du tout. L'amour, c'est ascensionnel. On a l'impression de s'élever vers le ciel plutôt que de tomber dans un précipice. Mais c'est malgré elle que cette histoire lui arrive. Et après, elle essaye simplement de se dépoter de ce truc, et elle n'y arrive pas, puisque la passion, c'est justement fixer son esprit sur l'objet, sur la personne que l'on aime, sans être en mesure de le détacher. Je voudrais compléter un petit peu la réponse que Nicolas a donnée tout à l'heure sur le politique, parce que c'est vrai que ce qui... en dehors même, parce que vous avez parlé des rapports de force au sein en fait, de leur couple, et c'est vrai qu'il y a toute une question d'écart de classe qui se joue, puisqu'elle est sortie de sa classe, et lui y est resté, en fait, et elle-même qui est dominée, entre guillemets, par son mari, parce qu'elle n'en est pas... Elle n'est pas exacte, voilà, elle n'est pas de la même origine que lui en fait, va rejouer aussi ses rapports avec son amant qu'elle va essayer de changer pour l'élever entre guillemets jusqu'à elle. Mais en dehors de ça, donc ça c'est un plan politique intime, mais il y a aussi, je dirais de manière générale, aussi une question plus vaste qui est sur l'époque. Et là, je trouve que le métier d'Hélène n'est pas anodin, puisqu'elle est consultante et elle travaille sur la fusion des régions. Elle est au sein d'un cabinet qui étudie ça. Et donc là aussi, il y a une vision de qu'est-ce que c'est que la politique, je dirais presque la politique même macronienne. C'est marrant parce que McKinsey est arrivé plus vite dans ce débat que lors du débat présidentiel. Alors, effectivement, pareil, François-Henri vient de me faucher mon approche à la McKinsey. Vous aurez remarqué qu'il faut s'en méfier. Dès qu'il ouvre mais la en fait, bouche, je peux lui donner le micro et comme ça, il pourra faire les commentaires et les questions. Donc, Nicolas. Pourquoi le consulting? Ce serait ça la question? Qu'est-ce qui joue de politique dans cet endroit-là? Voilà, parce qu'il y a l'idée quand même que, en fait, on peut régler le politique avec du management, de l'organisation. En tout cas, quand moi j'ai eu ce désir-là de traiter à la fois du consulting et des consultants, les consultants presque comme un type balzacien, c'est-à-dire un certain profil propre à notre société, comme il y a des avocats chez Balzac. C'est parce que j'en avais vu beaucoup dans les différents cadres professionnels où j'avais bossé, à la fois dans des entreprises petites et grandes, dans l'administration, dans le monde associatif. Et il me semblait incarner, et c'est ça qui est intéressant dans le roman, c'est quand des idées du temps, dans l'esprit de l'époque, s'incarne aussi dans des personnages. Le consultant me semblait incarner un certain type de valeurs et d'idéologie. Voilà.
c'est-à-dire l'idéologie de la performance, pour le dire très clairement. Une idéologie aussi du poste politique, c'est-à-dire que ce n'est plus ni de droite ni de gauche, c'est pragmatique. Il n'y a pas d'autre solution en réalité, il n'y a pas d'autre alternative. Et on ne gouverne plus, on organise, et on ne commande plus, on gère, etc. Et il y avait là-dedans tout des choses que moi j'avais subies en tant que salarié, que beaucoup de gens subissent. Je pense que dans cette salle, il y a plein de gens qui passent leur journée à remplir des tableaux à la con et à déplier des menus déroulants. J'entends une vague d'émotions dans la salle. Et la littérature, elle peut à la fois se moquer de tout ça, elle peut s'en venger aussi. C'est-à-dire que moi, quand j'étais dans mon open space et que je subissais ça, il n'y avait pas grand-chose à faire. On ne peut pas démonter à cet endroit-là ce qui est en train de nous être infligé. Mais dans un roman, on peut. Et non seulement on s'en venge, mais on venge tous ceux qui vont le lire avec nous, quoi. Donc c'était ça aussi qui était politique. C'était comment un livre entame un bras de fer avec son temps. Je voudrais maintenant qu'on parle peut-être... Alors, avant, et je me disais que ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y a l'amour, il y a le couple, où il y a le couple qui n'est pas forcément amoureux d'ailleurs, et il y a le sexe. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans vos 3 livres, c'est que personne n'a fait l'impasse sur les scènes de sexe. Et ça, c'est une question que je voulais aussi vous poser. Ça, c'est vraiment notre meilleur argument de vente. Voilà, je suis là pour vous mettre en valeur, messieurs, dames. Vous savez, il nous arrive de faire quand même cette présentation. Lorsqu'on publie un livre, on fait une présentation devant les libraires. Et moi, la première fois que j'en ai parlé, j'ai parlé un peu de cette histoire. Et ensuite, j'ai vu mon attaché de presse et je lui ai dit, alors, il me dit, c'était pas mal, mais quand même, tu as oublié de mentionner un élément déterminant, c'est qu'il y a des scènes de sexe. Et c'est vrai qu'il y en a chez Nicolas Mathieu et chez Maria. Et souvent... je trouve que la plupart des histoires d'amour en littérature jettent un voile pudique sur ces scènes de sexe, et c'est un peu dommage. Il se trouve que c'est très difficile à faire aussi. Oui, donc, c'est très casse-gueule. Ouais. Donc c'était un challenge. J'aimerais bien que vous me parliez justement de ça, parce que je me souviens que par exemple Maria m'avait dit qu'au départ elle s'était dit que sans doute par pudeur elle serait dans la suggestion, l'allusion. Je ne sais pas si vous avez lu Feu, mais on n'est pas du tout dans la suggestion et l'allusion et le voile. Ce qui faisait partie des décisions, c'est de pas, comme dans les précédents livres, c'était de pas contourner le sujet. Il y a une anecdote de mon premier livre qui m'est vraiment revenue quand j'ai commencé à faire ce texte. Moi, j'avais, pour le dire facilement, j'avais jamais parlé de cul dans mes livres. C'était pas, et on me l'avait souvent dit. Et surtout pour le premier, je me souviens, j'avais été à un salon du livre, à la fête de l'UMA, il y avait un salon du livre, je ne sais pas si ça existe encore. Chaque année. Ce salon-là. Et à côté de moi, il y avait un romancier historique qui vendait ses livres, mais comme des melons, quoi. Il était debout et tout. Et c'était des livres historiques sur Aliénor d'Aquitaine. Et c'était toutes les histoires de cul d'Aliénor. Et alors, il y avait une fille, il n'était pas du tout connu, le mec, et il me regardait avec mon petit roman, La Blanche et tout. Il avait feuilleté, il me dit, j'ai regardé, en fait, il n'y a rien là-dedans. Et il me dit, mais voilà, c'est pour ça. Et puis toi, et puis souris, et puis j'avais un truc jusque-là, il me dit, mais enlève un bouton. Enfin, on était on était bien, quoi. On était dans les années 90, on n'y était pas d'ailleurs, mais c'était pareil. Et il me dit, mais vos éditeurs vous le disent pas, parce qu'il y a quand même une démonstration qui a été faite ces dernières années avec Michel Houellebecq. Michel Houellebecq, si on compte, il y a une fellation toutes les 10 pages. Et à partir de là, pour lui, c'était vraiment une équation, et il comprenait même pas que ma génération, on n'ait pas imprimé ce truc-là et qu'on continue à essayer de vendre des romans dans des grandes maisons avec pas ça, quoi. Et ça m'avait quand même... oui. Donc tu as tiré les leçons de tout ça et maintenant tu fais des rencontres... Ça a mis 10 ans quand même. Avec des chemisiers outrageusement échancrés. Ça va. Et je m'étais dit que tant pis, je ne vendrai jamais de livre, moi, parce que je voyais pas comment on faisait ça, quoi. Effectivement, Houellebecq, oui, je voyais bien, mais... Et puis... tu as acheté un appart et là tu t'as dit bon... Et puis, tu vas laisser finir, oui. Tu ne connais pas la réponse en plus. Je ne la connais pas moi-même. Et puis non, voilà, dès l'instant où on parle de passion, je ne pouvais pas le contourner. Effectivement, je ne m'attendais pas à être aussi frontale, à passer à ce point par une langue des humeurs, de la sensation, du sens. Et je n'ai pas pu faire autrement. En fait, j'ai découvert moi-même comment je parlais de sexualité.
je m'attendais aussi à être dans quelque chose de plus lyrique, peut-être même davantage dans l'embellie. Mais quand je me relis, je m'aperçois que je dis aussi ce que le sexe a de plus décevant aussi, il y a aussi l'impuissance en fait qui est mise en scène dans le livre. Voilà, mon sujet m'a emmené ça à parler aussi de des solitudes possibles dans le rapport sexuel. Et pour le coup, non, je m'attendais pas à parler de ça. Et donc, je t'en prie, tu peux donc compléter ma réponse. Donc, messieurs, sur le challenge d'écrire les scènes de sexe, auquel ni l'un ni l'autre. Challenge, c'est pas le mot que j'emploierais, la difficulté, on va dire. Moi, il y en avait dès mon premier bouquin. Souvent, on me dit pourquoi il y a une telle place accordée au travail et puis au sexe. Finalement, ce sont des choses qui occupent une place majeure dans nos existences et qui sont souvent occultées dans la représentation et dans les fictions. Ça m'a semblé aller assez de soi pour moi de traiter les deux. Et les questions que je me suis posées dès le départ, c'est-à-dire dès le premier roman, ce sont celles-là, c'est comment on le traite. Et on n'y va pas, on sait que ce ne sera pas anodin. C'est-à-dire que ce n'est pas une scène exactement comme les autres non plus. Et grosso modo, j'avais identifié deux écueils possibles. Il y a l'écueil du contre-jour, c'est-à-dire un peu Top Gun. Voilà, on ouvre grand une fenêtre, puis on les fait évoluer en ombre chinoise. On est allusif, voire pire, elliptique. Et ça me semblait ne pas remplir le contrat que j'avais noué avec le lecteur dans le reste du livre, c'est-à-dire de frontalité, de réalisme, de restitution du monde, de rendu des sensations. Donc ça ne pouvait pas être ça. Et puis il y a le deuxième écueil, c'est les lieux communs. C'est-à-dire, grosso modo, on peut être tenté d'écrire soit comme De Villiers, soit comme Sade, de reprendre des poncifs, quoi, avec du vocabulaire, des enchaînements, des manières de faire, etc. Donc, c'est de la mécanique, en fait. Voilà. Et puis, comment dire, comme des routines de gymnastique, quoi, des déroulés un peu. Bon. Donc, la manière de bien le faire, c'était de le traiter comme le reste, c'est-à-dire que ce ne soit pas un endroit à part du roman, que ça s'inscrive dans le reste du récit. Vous savez, c'est comme les comédies musicales, pendant longtemps, les moments chantés étaient déconnectés du récit. Puis à un moment, c'est devenu une partie prenante du récit. Mais c'est pareil, le sexe, ça fait partie du récit. Il y a des enjeux entre les personnages qui s'y jouent. Et puis, dans l'écriture, il faut réussir, il faut tenter, comme ailleurs dans le livre, de rendre par les mots quelque chose des sensations qui se jouent entre les personnages à ce moment-là, quoi. Voilà. Et donc François-Henri, parce que tant on aurait pu imaginer, dans vos livres, comme on part de la poésie, on part des poèmes, quelque chose d'éthéré. Très elliptique, comme voilà, disait Nicolas. Ouais. Et en fait, ça ne l'est pas du tout, comme vous le disiez. Alors, est-ce que, pareil, vous avez eu une leçon par un mentor qui vous a expliqué que toutes les scènes de cul d'Aliénor d'Aquitaine, ça pouvait faire vendre ? Non, mais il se trouve que il y a quelques écrivains pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Je pense notamment à Jean-Philippe Toussaint, qui est un auteur de Chez Minuit, qui a écrit de très très bonnes scènes de sexe. Dans sa tétralogie avec Marie, voilà, notamment. MMM. Donc il a écrit 4 livres là-dessus, Nu, Faire l'amour, La vérité sur Marie et Fuir. Il y a et qui sont pour moi les plus belles scènes de sexe de la littérature francophone. Et moi, j'ai essayé de m'en tirer, justement, d'éviter ces poncifs en peut-être plaçant mes personnages dans des situations un peu saugrenues. Par exemple, la première scène de sexe que j'imagine, c'est dans la réserve des livres rares et anciens de la Bibliothèque nationale de France, parce que mon personnage principal est conservateur à la BNF. Tout à fait. Et il amène Tina dans cette pièce où se trouvent tous les chefs-d'œuvre de la BNF. Donc il y a la Bible de Gutenberg, qui est le premier livre imprimé. Il y a les épreuves corrigées des fleurs du mal de Proust. Il y a des fleurs du mal de Proust. C'est très joli. Vous voyez, quand on est... Grâce à Dieu, nous sommes filmés. Voilà. Non, les fleurs du mal de Flaubert, évidemment. Et bon, bref, il y a tout ça. Et il lui met tout ça sur une table, comme ça, sous les yeux. Et à mesure qu'elle les lit, il y a une sorte de désir irrépressible qui naît entre eux. Et ils ont
un besoin de s'embrasser et de faire l'amour sauvagement, sauf que ils peuvent pas vraiment le faire sur les étagères, sinon les livres vont tomber. Ils peuvent pas vraiment le faire contre le sol parce que c'est inconfortable. Donc le seul endroit, c'est la table. Et sauf il que y a la table, plein il de faut manuscrits précieux dessus. il faut la débarrasser. Ils peuvent pas la débarrasser en envoyant tout valdinguer d'un revers de main, puisque sur cette table, ce sont les plus grands trésors de la BNF. Et il faut ranger chaque livre à sa place, puisque dans une bibliothèque, un livre mal rangé est un livre perdu. Donc méticuleusement, ranger chaque livre à sa place avant de pouvoir... Donc c'est ça aussi, les scènes de sexe, c'est tout ce qui est un peu autour. Si vous faites l'amour dans un jardin, par exemple, vous allez vous concentrer davantage sur le brin d'herbe ou sur la motte de terre que sur les positions sexuelles. Donc c'est tout le... tout le décorum auquel j'essayais de prêter attention. Oui, autant je dirais les livres de Maria et de Nicolas renvoient à l'époque. J'ai l'impression qu'il y a en fait finalement une inscription dans l'histoire littéraire qui est très forte, qui est souvent rappelée. Et d'ailleurs le fait que la première scène d'amour ait lieu à la BNF au milieu de manuscrits. Parce que Nicolas, c'est l'évier, je crois. C'est la cuisine, c'est des motels. On est loin du fantasme de prépa littéraire. Le Kyriade est assez loin, effectivement. Du bord de la BNF. Oui. Donc il y a aussi, j'ai l'impression qu'il y a aussi une idée de s'inscrire dans la littérature avec un grand L, de manière générale. Peut-être un peu trop. Je n'ai rien dit. Non, peut-être un peu trop. Récemment, j'étais aux États-Unis et je rencontrais une éditrice. Elle m'a dit j'ai beaucoup aimé votre livre, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir le publier. It's too French. C'est trop français. Elle m'a dit il y a trop de références. Rimbaud, Verlaine, Apollinaire. Les Américains, ils ne connaissent pas, m'a-t-elle dit. Malgré Patti Smith par exemple qui a fait des éloges de Rimbaud à de nombreuses reprises. Mais moi je voulais essayer il se trouve que je me suis retrouvé en résidence à la BNF, j'ai eu accès à tous ces manuscrits, j'ai eu la chance de tenir par exemple entre les mains les épreuves corrigées des contemplations de Victor Hugo et de lire ce petit poème sans titre qui est le plus connu de la poésie française, Demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne. Et je lis ce poème et je vois à la fin ça finit par je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, et quand j'arriverai je mettrai sur ta tombe. Et là, je m'attendais à trouver un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs, tel qu'on l'avait tous appris au collège. Et je vois une branche de houx et de la sauge en fleurs. Et là, je vois que ce vers est barré. Et Hugo substitue ce vers qu'il ne juge pas assez euphonique par le vers que nous connaissons tous, un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Et voyant ça, moi j'avais vraiment l'impression d'être à côté de Victor Hugo lorsqu'il était en train d'écrire son poème. Je le voyais caresser sa barbe blanche, tremper sa plume dans l'encrier, se raviser et voilà. Et tout ça m'a fasciné. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire de mon personnage principal un conservateur à la Bibliothèque nationale de France. Et Tina, qui est comédienne, est évidemment une grande admiratrice de poésie. Donc oui, les poèmes se mêlent à l'amour et tout ça essaye de s'inscrire dans une tradition littéraire, mais on s'inscrit tous dans une tradition littéraire. On n'écrit pas ex nihilo, et je sais que... Oui, mais on a plus ou moins accès au par cœur quand même. Je sais que les influences, il y a certaines influences qu'on partage, notamment avec Maria. Ah, c'est très bien. Du coup, vous venez de faucher encore ma question. C'est parfait. Et donc... alors, sur les influences littéraires, je pense que c'est intéressant parce que il y en a, en effet, alors que vous avez écrit, en tout cas François-Henri et Maria, des livres très différents. Est-ce que vous pourriez nous parler des influences un peu tutélaires qui vous ont guidé pour ces ouvrages ? Alors, celle qu'on a vraiment en partage avec François-Henri, c'est une influence amoureuse, c'est Romain Gary. Moi, je suis pas sûre, quoique, je suis pas sûre qu'elle s'exprime, que Romain Gary, comme influence, s'exprime stylistiquement. Il s'exprime à plein d'autres niveaux, plus délirants, plus mystiques pour moi, mais... stylistiquement, je crois pas. Ou alors peut-être, mais je pense que François-Henri en parlerait mieux. Il est meilleur exégète que moi de l'œuvre de Romain Gary. Peut-être Émile Ajar. Les livres signés Émile Ajar m'ont peut-être perturbent davantage mon style. Je pense. Mais il y a Flaubert en revanche. Le fait que Laure soit la femme d'un médecin n'est peut-être pas... Ah oui, ce genre de références qui sont plutôt des clins d'œil de phares et balises allumés pour le lecteur. Le fait que son mari soit médecin,
comme l'était Charles Bovary, pour moi, c'était plutôt une façon de dire voilà d'où j'écris. Je sais très bien que quand on écrit sur l'adultère bourgeois, on s'inscrit dans une espèce de royaume de la littérature dont le socle, c'est Emma Bovary. C'était juste pour... c'était juste un signe au lecteur de dire voilà, je sais où je suis, je sais d'où je parle. Et c'était aussi pour signaler, en dépit de ma volonté de dire quelque chose de mon temps, pour signaler les caractères universels, pas du tout l'absence de bornes temporelles que l'on pouvait donner à ce genre d'histoire. Sinon, je me souviens... Et le fait que Clémence soit aussi le nom du chien de Houellebecq avait un rapport? Alors ça, je l'ai appris. Qui est-ce qui me l'a dit? C'est l'un des deux en plus. Non, ça, c'est amusant quand même. C'est un hasard. Non, pour moi, Clémence, ça répondait à Benoît. C'était quelqu'un à qui je pensais à ce moment-là. Donc, je l'ai appelé. Je voulais l'appeler Benoît, mais je ne pouvais pas pour des raisons historiques. Donc, je l'ai appelé Clément parce que c'est des prénoms qui me paraissaient bibliquement assez proches des papes, quoi, en fait. Voilà. Mais donc Houellebecq rien à voir avec son chien un nom de pape, c'est pas surprenant non plus, mais rien à voir. Nicolas, vous partagez aussi cette référence à Flaubert. Oui. Alors, je ne peux pas dire que j'ai fait totalement l'impasse sur les modernes, mais c'est vrai que moi, le projet que je mène, il est quand même assez analogue à celui des auteurs du 19e siècle, c'est-à-dire raconter l'époque, avoir le souci du plaisir du lecteur, croire aux personnages, croire à l'histoire. Tout ça, moi, je suis encore là-dedans. Et de Flaubert, j'hérite beaucoup de choses, notamment une sorte d'ironie qui est là, planante un peu tout au long du récit, une manière de regarder les personnages sans doute, et puis le goût quand même du détail et de la grande scène à la fois. C'est-à-dire qu'on zoome et en même temps on fait des plans larges. On est dans le taffetas, dans la batiste, vous savez. Chez Flaubert, chez tous les auteurs du 19e siècle, ce souci du drap, des tissus, etc. On est dans le détail vraiment. Puis en même temps, il y a des grandes scènes. Alors ça peut être un match à la patinoire ou une noce, etc. Et ça, j'aime bien les brosser, comme le ferait ou un écrivain du 19e siècle, ou même un peintre, quoi, les noces de Cana, c'est-à-dire que ce soit grand, et que quand on s'approche, il y ait plein de petites choses à regarder, plein de détails, à la limite qu'on puisse presque la lire à plusieurs reprises, et qui s'y joue par les regards, par les mouvements, plein de choses qui restent à l'interprétation du lecteur. Mais ce qui est intéressant, c'est une excellente analogie pour expliquer ton travail. Ça me paraît évident, en fait. Non, mais cette analogie picturale... c'est exactement ça, tes romans. C'est la grande scène d'ensemble et la foultitude de détails qu'on mettra, qui nécessite, qui rend possible de les relire plusieurs fois, sans problème. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très flaubertien chez Maria et chez Nicolas. Mais il y a quelque chose qui les éloigne aussi de Flaubert, c'est qu'ils sont très drôles dans leur de livres. Je ne suis pas d'accord avec ça, moi. Et c'est vrai qu'il y a des moments où Flaubert peut l'être, et je pense notamment, il y a un passage où Madame Bovary doit rejoindre Léon à Rouen, une fois par semaine, et elle prétexte des cours de piano, et donc elle dit je veux me remettre au piano, mais Charles veut pas, ça coûte trop cher. Elle lui dit mais les meilleurs cours sont à Rouen, et donc finalement il consent à lui payer des cours à Rouen, et chaque semaine elle rejoint Léon, elle le retrouve dans une chambre d'hôtel. Évidemment elle ne prend pas de cours de piano, et à la fin du chapitre, Flaubert a cette phrase extraordinaire, il dit au bout d'un mois on trouva qu'elle avait fait des progrès. Donc c'est vrai qu'il sait être. Parce que chez Flaubert, il y a des mythes que lui-même a entretenus et qui sont faux. La neutralité du regard, pas du tout. Il est là tout le temps, on le sent très très fort. Et alors, autant quand j'ai lu Madame Bovary à 17 ans, je me suis quand même. Déjà, c'était sous la contrainte, donc c'était assez pénible et je me suis beaucoup ennuyé. En le relisant à 30, moi j'ai ri vraiment. L'épisode du pied beau, donc qui se termine mal. Charles Bovary, qui est un peu un imbécile heureux et qui essaye de guérir un autre imbécile d'ailleurs, d'un pied beau, finalement ça se termine par une amputation. Et la dernière phrase de ce chapitre, c'est « Quelle mésaventure, quel désappointement !» Là quand même, on ne peut pas dire que ce soit une phrase neutre. On sent quand même toute l'ironie de l'auteur. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous parliez de Flaubert, mais vous utilisez aussi un vocabulaire très cinématographique, zoomé, grande scène. Et en fait, Connemara
c'est monté comme un film, c'est-à-dire qu'on est en alternance entre le passé et le présent, le passé des deux jeunes gens et le présent. Donc c'est sans cesse mis en miroir. Donc il y a aussi ça qui participe de votre travail dramaturgique, le cinéma, et ça apporte quelque chose au livre et à l'histoire. Il y avait une volonté derrière, en confrontant ces deux périodes, sans doute de parler du temps qui passe aussi. Oui, oui, absolument. Mais oui, finalement, ces rapports-là de la littérature et du cinéma, ils sont indémerdables parce que finalement, la grammaire cinématographique s'est beaucoup inspirée du roman, quand même. Elle lui a piqué ses modes de narration et puis au théâtre, etc. Aujourd'hui, il y a des effets retours. Mes bouquins, moi, la manière dont ils sont construits, ils sont très nourris à la fois par l'écriture sérielle et la dramaturgie qu'on trouve au cinéma. Donc tout ça, ça s'hybride. C'est quand même, c'est difficile à comment dire, à démêler. À démêler, c'est ça. Et on dit tout à l'heure, c'est toi qui disais que les histoires d'amour, enfin la passion, ça ne se termine jamais bien. Ça me paraît un peu facile, un petit peu stéréotypé. Je pense pas que j'ai dit ça. Peut-être. En tout cas, la passion qui se termine bien n'est pas le sujet de vos livres, à aucun des trois. Et donc, pour poursuivre justement sur tout ce qui est structure du livre, jeu de narration, dans ton cas, donc, dans votre cas, je suis désolée, je les connais tous les trois, donc c'est difficile à chaque fois de les vous voyez. Dans votre cas, François-Henri, comment est-ce que vous avez construit le livre? Parce que vous nous disiez tout à l'heure que c'était autour des poèmes initialement. Mais ensuite, là, vous avez aussi un autre dispositif narratif qui est intéressant, c'est que votre narrateur, il parle à un juge et qu'il n'est pas l'un des protagonistes. Ouais, il y a un truc, je suis désolé parce que j'ai pas rebondi. On ne veut pas répondre à mes questions, on veut absolument... Non, mais justement, ça répond à votre question. Parce que Nicolas, ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes les scènes du passé sont écrites au présent, et toutes les scènes du présent sont écrites au passé ou à l'imparfait. Et je trouvais que c'était un procédé, un dispositif qui est très singulier, que j'avais pas vu en littérature avant ça. Moi, je tenais à ce que mon narrateur soit à la fois l'ami de Tina et de Vasco, parce que je voulais essayer d'explorer toutes les facettes de la passion amoureuse. Si j'avais raconté cette histoire, si Tina avait raconté cette histoire, eh bien tout un pan de cette passion a été laissé de côté. De même que si Vasco l'avait raconté. Et là, je voulais quelqu'un qui soit une sorte de narrateur omniscient, mais qui délivre des informations au juge et qui en même temps fait de la rétention d'informations. C'est-à-dire qu'il y a les choses qu'il dit au juge, et puis il y a celles qui finalement il confie au lecteur, mais qu'il se garde bien de confier au juge, pour ne pas porter préjudice à son ami Vasco qui est mis en examen. Et c'est aussi du coup ce jeu de regard qui dynamise l'histoire, en fait, ce jeu de perspective qui permet de préserver, je pense, le suspense, parce que finalement on ne sait vraiment qu'à la fin ce qui s'est passé. Oui, et puis Nicolas faisait l'analogie tout à l'heure entre le cinéma et les littératures. Et je crois que lorsqu'on écrit une scène, tout est affaire de là où on place en quelque sorte notre caméra, finalement. Moi, je suis très attentif en tant que lecteur. J'essaye de disséquer un peu la manière dont chaque écrivain place sa caméra. Donc Maria, vous le disiez tout à l'heure, c'est un jeu quand même très particulier de prendre un personnage qui parle à la deuxième personne, un personnage qui parle à la première personne et de croiser les regards. Est-ce que vous pourriez un petit peu revenir là-dessus ? Comme je le disais tout à l'heure, il s'agissait vraiment de ne pas cultiver un point aveugle sur la passion, d'essayer d'explorer les motifs de la convergence impossible, parce que mes deux personnages ne se rencontrent jamais. D'ailleurs, symptomatiquement, ils font l'amour, mais jamais complètement ensemble, au sens ce n'est pas une communion amoureuse, c'est des actes sexuels, mais la communion est toujours retardée. Mais vous auriez pu prendre deux premières personnes, par exemple. Ah oui, sur le pronom. Alors... Là, si j'avais pris deux premières personnes, je pense que c'était illisible. Parce que comment on aurait compris qu'on passait de l'un à l'autre? Il aurait fallu faire des effets de mise en page, de corps de texte. Et puis, Clément, il s'adresse à son chien.
Donc c'est une solitude qui, s'il n'y avait pas de chien, il s'adresserait au néant, il s'adresserait à lui-même. Mais là, il se trouve qu'il s'adresse à un chien. Donc il peut lui dire je. Il y a pas de feedback, mais en tout cas, il y a un émetteur et un récepteur. Laure, comme elle est dans un amour clandestin, elle ne peut le raconter à personne. Le propre du secret, c'est que c'est un rapport de soi à soi, où on s'adresse des questions auxquelles l'écho nous répond, quoi. C'est l'exercice narcissique par excellence. Donc le tu, c'est le dialogue avec le narcisse qui va se fendre de plus en plus, mais il y a, voilà, c'est l'adresse au miroir, en fait. C'est une autre expression. Les deux narrateurs sont dans l'introspection. S'adresser à son chien est une forme d'introspection, et parce qu'il n'y a pas de réponse. Oui, c'est une forme particulière d'introspection. Voilà, mais je pense que c'en est une. Elle a même des fondements philosophiques grecs. Et Laure, donc il y avait ce tu narcissique, mais j'aimais bien aussi dans ce ressassement du tu. J'entendais plein de choses. J'entendais le verbe taire, ce qui est tu. Cet amour-là, il meurt d'être tu aussi. Et voilà, j'aimais bien ce son. Et, parce que quand j'écris, j'entends vraiment toujours une musique et je la suis. Je suis une partition. Et particulièrement quand j'écrivais Laure. Et il y avait aussi le fait de, finalement, pour accéder à la liberté ou à la promesse de liberté qu'elle découvre à la fin, elle a dû tuer quelque chose. Peut-être même Clément. Enfin, où Clément se tuer, métaphoriquement, pour Clément, c'est une façon de participer à la liberté de Laure. Et on se dit, elle est aussi l'auteur de ça. Et finalement, c'est elle qui s'en sort, c'est le phénix. C'est finalement sur la gueule de qui elle a marché. À la fin, on ne sait pas. Peut-être que Clément est sa victime, alors qu'on a l'impression que c'est le contraire. Et donc voilà, donc le verbe taire et le verbe tuer me paraissaient très très. C'était bien de les convoquer. Voilà. Enfin, ils sont venus tous seuls un petit peu. Enfin, j'avais pas conscience qu'ils étaient contenus dans ce tu, mais quand ils me sont apparus, je les ai cultivés. Alors, on pourrait continuer longtemps, mais je crois que malheureusement, nous sommes limités à 50 minutes, d'après ce qu'on m'a dit. Et donc, il ne me reste parce que sinon, je vous aurais demandé de lire un passage chacun pour que les spectateurs puissent entendre. Mais là, je dois me contenter de vous remercier d'avoir participé à la rencontre. Et merci au public de nous avoir écoutés. Merci. Merci, Mine.